Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence VK. Web conférence aujourd'hui consacrée à la sécurité numérique et intitulée La sécurité numérique, un nouvel enjeu majeur pour les acheteurs et les décideurs. Un événement organisé en partenariat avec Verso Healthcare. Alors, je le dis dès à présent, au cours de cette webconférence, vous pouvez poser vos questions via la fenêtre questions, le petit chat que vous trouvez à droite de votre écran dans l'interface de notre logiciel de diffusion. Notez par ailleurs que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne. Vous pourrez le visionner à nouveau cet événement dans les jours à venir. Et enfin, le support qui accompagne cette conférence vous sera envoyé par mail dès demain. Alors, sujet du jour, les cyberattaques se sont multipliées ces derniers mois. On ne compte plus les exemples qui ont fait l'actualité d'administrations, de collectivités, d'hôpitaux ciblés et parfois paralysés pendant plusieurs jours suite à une attaque informatique. La cybermenace est aujourd'hui protéiforme. On connaissait les chevaux de Troie, les virus. Désormais, il y a les phishing, défaçage ou encore les fameux rançons JCL. On peut citer le logiciel Payta, bien connu aujourd'hui, qui aurait coûté à l'économie en 2017 1 milliard d'euros dans le monde. Alors, les établissements publics ne sont pas épargnés, on l'a dit, par ces fléaux et semblent même être devenus une cible de choix parce que les niveaux de protection des systèmes informatiques sont très inégaux entre les différents établissements. L'État semble avoir pris la mesure de la menace à travers l'ANSSI, à travers aussi le plan de relance où des fonds sont consacrés à l'accompagnement des établissements et à la cybersécurité. Mais la cybersécurité, c'est pas seulement les cyberattaques, et nous le verrons aujourd'hui. Il faut désormais parler davantage de sécurisation, de sécurité numérique, avec au cœur des enjeux la donnée, et notamment la donnée nominative. Alors, nous verrons effectivement toute cette approche que nos intervenants détailleront au cours de cette heure. Alors c'est cela, notamment Sébastien, tout ce que vous allez aborder aujourd'hui. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Sébastien Topiac, directeur du développement au sein du groupe Verso Healthcare. Donc, on a souhaité en effet, avec les éditions VK que je remercie, organiser en partenariat avec vous, très présent dans le secteur public, cette conférence sur ce sujet-là. Alors, j'irais presque à dire que nous irons assez vite sur le constat, tant l'actualité récente finalement nous décrit cet enjeu quotidiennement, mais nous essaierons avec deux experts, deux regards croisés que nous aurons dans un instant, d'essayer d'identifier les clés de la réussite de la gestion de la sécurité numérique dans un établissement public. Alors, nous ferons un focus assez naturel sur le secteur de la santé, d'abord parce que c'est un sujet, c'est un secteur qui est prioritairement, majoritairement touché, mais également du fait que Verso Healthcare est un acteur aujourd'hui en prestation de services et en ingénierie financière dédié à ce secteur d'activité. Donc, nous reviendrons sur les raisons principales de cette conférence. Je donnerai ensuite naturellement la parole à plusieurs moments de cette conférence à Emeline Van de Ven et à Michael Ten, deux experts qui ont accepté de participer à cette conférence et que je remercie. On fera ensuite un focus sur les 4 clés de la réussite en matière de gestion de la sécurité numérique dans un établissement public. Et puis, nous en arriverons naturellement à un temps important d'échange, de réponse à vos questions. Et puis, vous pourrez retrouver sur ce support l'ensemble des offres proposées aujourd'hui par Verso Healthcare et qui rencontrent naturellement, tant auprès des établissements de santé d'ailleurs que des fournisseurs de dispositifs, d'infrastructures ou de matériel médical, un très grand succès de par l'accompagnement que nous proposons sur ce sujet. Alors, Julien, peut-être naturellement présenter nos intervenants.
Avec grand plaisir. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Emeline Van de Ven. Vous êtes juriste spécialisée en droit de la commande publique. Au cours des 10 dernières années, vous avez été acheteur au sein de collectivités territoriales et de services de l'État, ainsi que consultante juridique à la DAJ de Bercy. Vous êtes aujourd'hui consultante Open Data et commande publique chez Datactivist. Vous avez notamment la charge d'accompagner les acheteurs publics dans l'ouverture des données de la commande publique. Monsieur Michael Ten, vous êtes directeur de l'innovation numérique et des systèmes d'information du groupement hospitalier des territoires des Alpes-Maritimes, mais aussi expert numérique en santé auprès de l'ANAP. Alors, votre expertise est reconnue au travers de vos différentes expériences aux fonctions de DSI au sein de différents établissements de santé de toute taille. Et enfin, monsieur Sébastien Topiac, vous êtes ingénieur biomédical de formation. Vous avez passé près de 20 ans à l'UGAP en tant que directeur délégué à l'innovation et directeur santé notamment. Et vous êtes aujourd'hui en charge du développement du groupe Verso Healthcare. Alors, quelques mots sur Verso Healthcare, groupe français indépendant et acteur majeur du secteur de la santé. Qui compte aujourd'hui de nombreux experts répartis au sein d'agences alors sur toute la France, mais aussi en Italie, au Benelux, en Espagne et en Suisse. Verso accompagne les professionnels de santé alors, dans le déploiement, l'optimisation et la disponibilité de leur plateau technique, et ce sur les composantes économiques, l'achat, le financement, l'infogérance et la reprise, le côté technique, système d'information notamment, et organisationnel, et enfin réglementaire, tout ce qui est effectivement sécurité des données, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Vous êtes par ailleurs Sébastien Topiac, administrateur de l'APASP, l'association pour l'achat dans les services publics, et enfin expert VK dans le domaine de l'achat public et par là même intervenant régulier à nos webconférences. Donc pour certains membres du public aujourd'hui qui vous connaissent certainement. Vous serez l'animateur de cette webconférence. Donc j'en profite pour vous remercier dès à présent, vous souhaiter une très bonne conférence et je vous passe la main sans plus tarder. Très bonne conférence à toutes et tous. Merci, merci Julien. Peut-être, puisque nous avons présenté nos intervenants, peut-être Emeline, que je remercie, peut-être un petit mot sur les activités d'Adactivist, qui n'est peut-être pas une structure connue ou très connue aujourd'hui dans le secteur public. Alors bonjour à toutes et à tous, merci pour les propos d'introduction et de m'avoir convié à cette conférence. Donc en effet, j'ai rejoint Datactivist il y a 6 mois maintenant. Datactivist est une SCOP qui a été créée il y a un peu plus de 4 ans maintenant, en 2016. On est 18 consultants aujourd'hui et associés. Et donc Datactivist a 3 missions principales. La première étant l'accompagnement des acteurs publics dans l'ouverture de leurs données. Il y en a principalement une mission d'accompagnement, ensuite une mission de formation et puis une mission de médiation des données. La médiation des données, c'est quoi? C'est par exemple l'organisation de hackathons et on en organise un en fin de semaine sur hackathon Covid pour mieux utiliser les données liées à la crise sanitaire et en proposer de nouveaux usages. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, qui seraient dans le public aujourd'hui, ça se passe le 23 et 24 avril. Et si le sujet vous intéresse, il est toujours temps de s'inscrire pour participer à ce hackathon. Et moi, au sein de Datactivist, j'ai la charge d'accompagner les acheteurs publics dans l'ouverture des données de la commande publique, les données essentielles, évidemment, mais pas que. Les données qu'on appelle aussi les données étendues, qui sont les données de programmation achat et également les données d'exécution des marchés publics et concessions. Merci, merci Emeline. Michael, on va naturellement évoquer l'hôpital GHT 06, un des plus importants GHT de France. Peut-être, Michael, nous présenter finalement ce GHT qui, nous le verrons d'ailleurs, a fait entre guillemets la une de l'actualité. Dans quelques minutes, nous en parlerons, mais peut-être quelques mots naturellement sur vos fonctions et ce GHT, Michael. Très bien, merci Sébastien, bonjour à toutes et tous et également merci de me convier à cette
cette conférence pour partager nos expériences, hein, et nos avis sur ces sujets qui sont, comme vous le disiez, là, au cœur de l'actualité. Donc, le groupement hospitalier des Alpes-Maritimes, en fait, c'est un regroupement des hôpitaux publics qui est découpé sur un département. Donc, ça, c'est une particularité en PACA. On a des GHT qui sont départementaux. Ça regroupe 13 établissements de santé de différentes tailles, un CHU, le CHU de Nice, des établissements déjà de belle taille, hein, comme Antibes, Cannes, Grasse et Menton, et également des établissements qu'on pourrait appelés ex-hôpitaux locaux ou hôpitaux de proximité qu'on va retrouver dans le haut pays. Alors on a je ne vais pas vous commenter les chiffres, hein, vous savez lire aussi bien que moi, vous avez à peu près comme ça idée de la taille et de l'activité et de l'étendue de ce GHT. On est un GHT qui a une particularité, c'est que nous avons des établissements qui sont assez proches d'un point de vue géographique sur toute la bande du littoral, avec un nombre de patients qui explose littéralement pendant les périodes estivales. Vous en doutez, c'est la Côte d'Azur. On multiplie les populations par X, et donc nécessairement on multiplie les patients par X. Donc même si nos établissements sont assez proches sur la côte, en définitive, compte tenu du nombre de personnes présentes l'été et des temps de trajet et des activités de chacun, chaque établissement reste bien autonome sur son bassin de patientèle. L'autre particularité, c'est, comme je vous le disais, les établissements du haut pays, qui sont des établissements de proximité, qui sont assez éloignés de l'ensemble des sites. Le CHU étant établissement de recours pour la prise en charge des patients, il faut savoir que beaucoup de transports se font par hélicoptère et pas que quand on a des problèmes d'inondation, hein. On a aussi ce moyen de transport quand il s'agit de prendre en urgence des patients, parce que par la route c'est bien trop long. Et donc on a besoin d'outils pour faciliter la prise en charge de nos patients, faciliter la transmission et le partage d'informations sur le territoire. Et c'est pour ça que le numérique au sein du GHT 06 est très présent et très important. Alors à l'instar du numérique dans les groupements hospitaliers de territoire de France, hein, et particulièrement chez nous parce que c'est un outil qui permet de réduire les distances et de prendre en charge le plus rapidement possible les patients et garantir une offre de soins de qualité et réduire la perte de chance. Merci, merci beaucoup, Michael. Et on verra tout à l'heure que l'approche territoriale est un enjeu majeur en sécurité numérique et le déploiement des 136 GHT a naturellement renforcé cette notion de territoire, de territoire en matière d'approche numérique. Alors, quelques mots sur Verso Healthcare et nous en avons parlé, Julien en a parlé, donc un acteur aujourd'hui présent sur l'ensemble du territoire et donc nous accompagnons bien sûr les professionnels de santé, mais aussi beaucoup de fournisseurs du secteur de la santé dans l'ensemble des enjeux liés à l'ingénierie financière, mais également à la sécurité numérique. Vous aurez loisir de découvrir sur cette présentation l'ensemble de nos activités. Nous intervenons notamment dans le domaine de la sécurité numérique, de la cybersécurité et de l'hébergement des données de santé, puisque nous sommes certifiés ISO 27001 et HDS. Alors, pourquoi cette conférence? Et pour finalement guider nos propos, nous allons vous inviter à répondre à une première question, à un premier sondage, et je crois que Michael pourra naturellement commenter de par son expertise en la matière. Et cette première question est la suivante. Quels sont pour vous les risques majeurs liés à la déficience d'un équipement ou d'une infrastructure au sein de votre établissement public ou au sein de votre entreprise d'ailleurs, puisque la sécurité numérique touche aussi les donneurs d'ordre privés des usines et des entreprises. Donc, on va vous laisser quelques secondes pour répondre à cette question à choix multiples et puis nous commenterons dans un instant vos réponses. Alors, je pense qu'on ne va pas tarder à avoir les résultats de ce sondage. On va vous laisser encore quelques
quelques secondes pour y participer. Clélie, Julien, est-ce que nous avons les résultats de ce sondage? Alors Sébastien, moi je les vois affichés, hein. Je ne sais pas, Michael. D'accord. Ah, pas moi. Bah, alors peut-être Michael, si Michael les voit, peut-être directement nous les commenter ou nous les commenter oralement. Oui, bah écoute, je vais les partager au cas où tout le monde ne le verrait pas. Donc, en tête, on a à 43% des risques d'insécurité physique et digitale. Ensuite, on a à 33% la dégradation de la qualité du service public, à 17% une perte d'activité, à 7% une dégradation des conditions de travail et à 0% une perte d'attractivité, usage personnel. Donc on voit que ce qui ressort le plus, c'est le risque d'insécurité physique et digitale, suivi de très près par la dégradation de la qualité du service public. Alors, comme tu le disais, Sébastien, alors retour sur expérience plus ou moins heureux. Alors expérience que j'ai pu connaître dans mes établissements, mais aussi partagée avec les collègues hospitaliers autour. Vous en avez entendu de ces problèmes de cyberattaque. Et moi, je dirais un peu plus loin que la cyberattaque. Hein. On est bien sur la déficience d'un équipement. On parle beaucoup de cyberattaque et j'ai un exemple très précis en tête qui est survenu pas plus tard que ce week-end. Dans un de mes établissements, on a une perte de service, comment dire, un lien réseau qui nous a dégradé le service lié au réseau. Alors ça arrive dans des établissements de santé, comme ça peut arriver d'ailleurs dans d'autres structures. On est habitué à cela, on met en place des procédures dégradées, c'est-à-dire que quand il y a une perte d'informatique totale ou partielle, on a prévu tout un tas de procédures qui nous permettent de continuer à fonctionner. Eh bien, quand on a eu cette panne, très vite, les utilisateurs ont pensé à une cyberattaque. Donc très vite, la presse s'est emparée du sujet en disant il y a une cyberattaque sur tel hôpital, l'hôpital est dans le noir, attention, etc. Et donc, en définitive, là où nous, on avait anticipé les risques en termes d'insécurité. On avait anticipé également les risques en termes de dégradation de la qualité du service public. Eh bien, très vite par des mauvaises communications hein, qu'on ne maîtrisait pas. Enfin, en tout cas, dans un premier temps, on les a pas maîtrisées. On s'est retrouvé un peu à devoir gérer ces communications malheureuses autour de l'hôpital est cyberattaqué. Voilà. Et les utilisateurs qui avaient pourtant leur procédure dégradée pensaient allez savoir pourquoi que la procédure dégradée n'allait pas fonctionner ou ne fonctionnait pas parce que cyberattaque. Or, on était vraiment sûr de la panne. Donc, qu'est-ce qu'on a dû gérer les problèmes effectivement liés à l'insécurité dans la prise en charge de nos patients. Alors, encore une fois, on a nos procédures dégradées, on a tout cela. On a dû gérer la communication interne autour de cette cette pseudo-cyberattaque, en tout cas de cette panne, communication externe également. Donc, vous doutez bien que quand il y a de la presse, forcément, on a les tutelles, on a le ministère, on a tout le monde. Qu'est-ce qui se passe vous êtes bloqué, vous êtes dans le noir. Voilà. Rassurer nos professionnels et rassurer nos patients quant à la qualité de la prise en charge, que c'était bien assuré, et qu'on avait anticipé cela et que l'hôpital continue à fonctionner. On pouvait toujours opérer, on pouvait toujours soigner et on pouvait toujours faire de l'imagerie. Voilà. C'est un point important, Michael, que vous évoquez et qui d'ailleurs ne se traduit pas totalement dans le sondage, puisque finalement la perte d'attractivité n'est pas ressortie comme un élément de conséquence, alors que vous l'évoquez bien, c'est que ce climat d'insécurité numérique permanent commence à influer sur l'attractivité de l'établissement vis-à-vis des patients et des usagers du service public, mais également des personnels de soins qui naturellement, personnel devenu rare, regarde aujourd'hui dans quels établissements, naturellement, ils pourraient s'investir ou travailler. Et l'enjeu de la sécurité numérique, tant de leurs données personnelles d'ailleurs, y compris les leurs, que celles de leurs patients, est devenu un enjeu majeur. Et vous avez raison, nous travaillons beaucoup chez Verso Healthcare à accompagner des établissements privés et publics sur la partie communication de crise, communication avec les instances, communication avec les institutionnels. Et ça, c'est fondamental. Parce que comme vous l'avez vécu, j'allais dire, ce week-end, le premier sujet, c'est un sujet de réputation et c'est un sujet naturellement de communication parce que tout le reste, on se dit que finalement, vous l'avez bien géré. Mais le risque finalement est assez fort sur la partie
réputationnelle et communication. Et il est vrai qu'aujourd'hui, encore trop peu d'établissements se font accompagner sur ces sujets de communication de crise qui nécessitent une vraie expertise en matière de pilotage et de gestion. Alors, on évoquait l'attractivité, on évoquait naturellement le bon fonctionnement des services publics et on parle d'achat public, c'est l'objet de cette conférence. Clairement, aujourd'hui, la commande publique, l'achat public de prestations de sécurité numérique ou demeure quand même d'assurer l'efficience du service public. On parle beaucoup de budget, on parle beaucoup d'audit en matière de cybersécurité, de sécurité numérique. Rappelons-nous que la première mission d'un acheteur public et de la commande publique, c'est d'assurer l'efficience et la disponibilité du service public, naturellement d'en optimiser la dépense, nous le savons tous, et de contribuer aux politiques publiques. D'ailleurs, l'innovation est souvent aussi une source naturellement intéressante en matière de sécurité numérique, innovation que ce soit dans les solutions ou d'ailleurs dans les modèles économiques. Alors, on a beaucoup évoqué naturellement des enjeux majeurs pour le secteur de la santé et Michael Ten vient de le rappeler. Les coûts sont quand même très très importants. On estime aujourd'hui que le coût d'une cyberattaque qui vient bloquer aujourd'hui un hôpital et notamment un CHU est estimé, j'allais dire, à des montants qui peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros et ce calcul est difficile puisque les impacts sont souvent directs et indirects. Et naturellement, la question, c'est pas de savoir aujourd'hui si les hôpitaux vont être attaqués. Tous les hôpitaux sont attaqués ou sont, j'allais dire, ont déjà été attaqués. La question, comme Michael le disait, c'est comment gérer au mieux, j'allais dire, un événement qui n'est pas toujours une cyberattaque d'ailleurs, qui peut relever d'une simple panne ou d'un simple dysfonctionnement interne. Alors, on parle beaucoup de la santé, mais attention à ne pas limiter le sujet de la sécurité numérique et de la cybersécurité à l'hôpital. Aujourd'hui, et nous en parlions avec les éditions VK ou encore avec Emeline, naturellement, tous les acteurs publics aujourd'hui sont sujets à des risques en matière de sécurité numérique, que ce soit l'État, les ministères, les collectivités territoriales ou encore naturellement les hôpitaux. Pourquoi? Et vous le voyez sur cet écran. Puisque tout se digitalise, le transport en commun se digitalise, les bornes d'accueil se digitalisent, la vidéosurveillance se développe dans les collectivités et naturellement, qui dit digital, dit naturellement aujourd'hui risque numérique. On sait que les dispositifs médicaux, par exemple à l'hôpital, représentent une source croissante de risques. D'ailleurs, l'Association française des ingénieurs biomédicaux a publié il y a quelques semaines un certain nombre de recommandations en matière de commande publique et d'achat public en la matière. Donc attention à ne pas limiter ce risque aux hôpitaux et nous le voyons d'ailleurs chez Verso Healthcare. Nous commençons à avoir des discussions avec des maisons de retraite, avec des EHPAD, parce que la digitalisation de l'environnement du long séjour est en train de devenir aussi, j'allais dire, un risque en matière de sécurité numérique. Donc, ces bouleversements d'ailleurs induisent de nouveaux comportements économiques et nous le vivons d'ailleurs chez Verso Healthcare puisque nous évoluons, nous, au sein du groupe, vers des modèles d'ingénierie financière liés à l'usage ou liés à la valeur d'usage. Et il est vrai qu'être propriétaire aujourd'hui d'un bien de plus en plus numérique et dont l'obsolescence est naturellement plus importante est une question qu'il faudra naturellement se poser. Alors, on va donner la parole de nouveau à Emeline et à Michael, peut-être sur ce regard croisé à la fois juridique et technique. Emeline, dans un premier temps, peut-être en synthèse, en quelques mots, nous resituer quels sont les éléments forts juridiques, réglementaires, impactés ou liés à la sécurité numérique. Alors, moi, je vais vous faire plutôt un focus sur la partie RGPD. Du coup, est-ce qu'on peut lancer, pendant que je commence mon propos, il y a une question après sondage et j'aimerais bien voir les résultats pour, du coup, mieux axer mon propos par rapport à vous qui nous écoutez ce matin. Merci beaucoup, Sébastien. Voilà, l'idée, vous le savez, ceux qui nous écoutaient ce matin, qui êtes sûrement en majorité des praticiens de la commande publique, l'acheteur public aujourd'hui, c'est évidemment avant tout un expert de l'achat et quelqu'un qui maîtrise le code de la commande publique et toutes les règles de la commande publique applicables. Mais on le sait tous, selon l'objet du marché qu'on passe et l'objet de l'achat qu'on va porter, il y a tout un tas de réglementations qui s'appliquent selon le marché qu'on passe. Et donc, la sécurité numérique est une nouvelle thématique ou en tout cas une nouvelle matière
que l'acheteur doit avoir à l'esprit d'intégrer quand il passe une procédure. Alors évidemment, l'acheteur a déjà beaucoup à faire dans sa matière et ne peut pas devenir un expert de la sécurité numérique parce que non seulement il n'en a pas le temps, mais ça va pas être son métier premier. Donc mon propos ce matin, c'est plutôt de donner des recommandations et des supports sur lesquels l'acheteur peut aller ou les praticiens de la commande publique intéressés peuvent aller se documenter parce que si on ne peut pas ou ne doit pas devenir expert de la sécurité numérique, il faut quand même avoir des connaissances de base. Et je vois que le sondage donne une belle réponse puisque vous avez pour majorité commencé à intégrer ou intégrer pleinement les dispositions relatives au RGPD dans les procédures de marché public. Alors, comment procéder et sur quels documents vous basez ? Tout d'abord, je dirais qu'il y a 2 partenaires indispensables avec lesquels il faut travailler au stade de la définition du besoin. D'abord, le DPO, le Data Protection Officer, donc le délégué à la protection des données, que vous avez tous normalement dans vos structures respectives, puisque la désignation du délégué est obligatoire dans les administrations publiques. Et puis, la direction des systèmes d'information chez vous ou votre responsable de la sécurité des systèmes d'information, le RSSI, qui sont pour moi donc 2 partenaires indispensables quand on veut parler de sécurité numérique ou qu'on veut intégrer la sécurité numérique selon parfois l'objet de marché de manière plus forte dans certaines procédures. Ensuite, où se baser, parce que j'aurais pas le temps ce matin de faire toute la partie du contexte réglementaire applicable, l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a fait plusieurs très bons guides pratico-pratiques avec tout un tas de recommandations de comment bien mettre en œuvre la sécurité numérique dans les différentes structures. Et il y en a un qu'on vous communiquera qui est plus particulièrement dédié aux collectivités territoriales et qui s'appelle la sécurité numérique des collectivités territoriales, l'essentiel de la réglementation, qui reprend et qui explique comment on met en œuvre le référentiel général de sécurité, le règlement IIDAS, le règlement d'hébergement des données de santé ou encore le coffre-fort électronique ou l'archivage électronique. Donc déjà, ce sont des supports que je vous recommande d'aller consulter quand vous voulez creuser un petit peu plus ce sujet. Et puis l'ANSSI a également développé un MOOC sur les enjeux de la cybersécurité qui s'appelle SecNum Academy et que vous pouvez également aller consulter. Mon propos pour ma part, ce qui me concerne ce matin, et qui ne concerne pas que les établissements publics hospitaliers ou que les acheteurs hospitaliers, mais plutôt tous les acheteurs publics qui sont avec nous ce matin, c'est de penser donc à insérer le règlement général relatif à la protection des données dans les procédures de marché public. Ça va bientôt faire 3 ans en mai que le RGPD est entré en application. Et donc, la protection des données personnelles, on va dire, est devenue, je le vois ce matin et j'en suis ravie, un automatisme, en tout cas une matière qu'on insère dans les procédures d'achat public. Alors, deux principaux rappels. C'est une thématique qu'il faut avoir à l'esprit en amont de la passation du contrat, avec ce concept mis en œuvre par le RGPD qui préexistait un peu avant, mais qui a vraiment été mis en lumière, c'est le Privacy by Design. Donc, c'est l'idée que quand on crée un service ou qu'on achète un service ou outil ou etc. qui participe à un projet identifié, il faut s'assurer du respect de la protection des droits des données à caractère personnel des personnes dont les données vont être collectées dans le cadre de ce service. Et donc, ça veut dire qu'il faut penser RGPD dès la mise en œuvre de la procédure et tout au long de la passation du marché et pas uniquement le jour où on va exécuter le contrat et donc ne pas avoir oublié cette thématique en amont. Comment on procède? On en parle avec son délégué et puis on insère un clausier type qui a été élaboré par la CNIL, qui est accessible dans le guide du sous-traitant de la CNIL. Donc, il y a tout un clausier type à adapter à votre marché et à insérer dans les cahiers des charges particulières. Là, il faut bien avoir à l'esprit, mais je pense que vous l'avez puisque majoritairement vous avez intégré le RGPD dans vos procédures. Le responsable de traitement va être majoritairement l'acheteur ou celui qui passe une concession de service public. Et le sous-traitant ne va pas être le sous-traitant au sens du droit de la commande publique, mais le sous-traitant ici du RGPD va bien être notre titulaire de marché public ou notre concessionnaire. Également, avoir à l'esprit que dans le cadre d'une procédure de marché, on met en œuvre l'article 28 du RGPD, mais pas que.
et on y reviendra sur les autres thématiques qu'on va aborder après dans le regard croisé avec Mickaël. Il faut parfois penser à la mise en œuvre d'autres articles du RGPD, même si l'article 28, on va dire, est le principal. Et enfin, une fois qu'on a appliqué ce RGPD en début de passation de marché et qu'on l'a inséré dans notre procédure, l'idée n'est pas de s'en laver les mains quand on est en exécution de contrat, puisque la partie exécution contractuelle va être clé. Donc là, l'acheteur soit est un support de la direction opérationnelle qui passe le contrat, soit est directement en suivi avec le prestataire. Donc, deux seuls moyens de pression, on va dire, dont dispose l'acheteur à ce stade, prévoir des pénalités pour non-respect du RGPD et les appliquer quand des manquements ou des malveillances sont constatées à l'exécution. Et puis les CCAG révisés qui intègrent une clause RGPD, en tout cas respect de la protection des données personnelles, beaucoup plus dense que ce qui préexistait dans les CCAG 2009-2014, va jusqu'à pouvoir prévoir des cas de résiliation pour non-respect du RGPD. Donc, je vous incite et recommande à bien mettre tout ça dans les clauses contractuelles et surtout à avoir un suivi d'exécution et donc surtout également en fin de marché de s'intéresser au sort qui a été réservé aux données personnelles concernées par l'externalisation prévu dans le cadre contractuel. Si le sort est la destruction des données, voilà, eh bien, il faut bien être en possession en fin de contrat d'un PV, par exemple, attestant que le titulaire a bien détruit les données qu'on lui avait confiées. Voilà, s'il y a des questions sur cette partie-là, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je passe la parole à Mickaël parce que je serai trop longue sur ce sujet-là, mais n'hésitez pas à vous exprimer par écrit. Merci beaucoup, Emeline. Et ce que vous dites est très important, c'est-à-dire monter en compétence des juristes, monter en compétence des acheteurs sur le droit, sur la réglementation liée à la sécurité numérique, augmentation du risque civil, mais aussi pénal pour les décideurs publics en matière de sécurité numérique. Alors, Mickaël, c'est vrai que souvent, dans tous les établissements publics, on se tourne très vite vers le DSI en disant sécurité numérique égale DSI. Mais naturellement, le sujet est bien plus complexe que cela. Quel est naturellement votre avis? Quels sont les points clés? Nous y reviendrons tout à l'heure, nous les détaillerons. Mais quels sont pour vous les points clés d'une bonne gestion de la sécurité numérique dans une structure publique? Merci Sébastien, merci Emeline. Alors effectivement, très rapidement, on se tourne vers le DSI en disant alors donc nous on a pensé au projet, maintenant sécurise-le, sécurise la donnée. Je pense qu'il faut, ça se réfléchit ensemble cette sécurité et ça se travaille ensemble. Emeline a introduit le principe de privacy by design qui est présent aujourd'hui dans le RGPD. Je pense qu'on peut le transposer avec la sécurité informatique, c'est security by design. J'ai un projet. Comment je fais pour intégrer dès le départ et dès l'acquisition la réversibilité, qu'est-ce que je fais en cas de panne, qu'est-ce que je fais si j'ai une fuite des données, qu'est-ce que je fais si j'ai une perte en ligne. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de procédures dégradées. Ces procédures dégradées, elles sont pas travaillées par le DSI, enfin, elles sont travaillées avec le DSI. Et c'est pas moi qui vais faire les procédures dégradées pour les utilisateurs. Donc, je pense que la clé en fait de voûte de cette prise en compte de la sécurité et de son intégration dès le départ dans l'acquisition et dans l'achat, c'est d'associer l'ensemble des parties prenantes et de réfléchir ensemble à comment on peut essayer d'anticiper le maximum possible les problèmes de sécurité. Je pense que ça reviendra beaucoup et j'enfonce une porte ouverte en disant ça parce que vous l'avez sans doute entendu très souvent dire, la sécurité en fait c'est une affaire d'anticipation, un peu à l'instar de ce qu'on retrouve dans l'aéronautique. La sécurité aéronautique en fait elle se fait avant que l'avion décolle, elle se fait pas une fois que l'avion est en vol. On a anticipé, on a des procédures, on a un plan de vol, on sait où se dérouter si éventuellement il y a une avarie pendant la route et les professionnels sont formés à réagir en cas de difficulté. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse la même chose sur le numérique. Il faut qu'on l'anticipe, il faut qu'on se prépare. Il faut former nos interlocuteurs et les informer sur les risques et les conséquences que pourrait engendrer une avarie informatique ou un problème de sécurité informatique ou une fuite de données. Emeline parle du RGPD, on parlait tout à l'heure d'images, une fuite massive de données sans forcément avoir une rupture, une coupure
de la production, c'est-à-dire qu'on est toujours en capacité de prendre en charge nos concitoyens, nos patients. Une fuite massive de données, il va falloir gérer ça en termes d'image, en termes de confiance, en termes de… En termes de Donc coûts, tout en ça, ça termes de sera risques, en termes en termes d'assurance, de bien coûts, évidemment. exactement. Donc, Exactement. voilà, Exactement. donc vraiment l'affaire de tous, dans un contexte, on le sait, où naturellement le droit se renforce. On parlait du RGPD, on a aussi la directive Nice, on a naturellement une digitalisation croissante, et puis les hospitaliers qui nous suivent savent aussi que le marquage CE, le nouveau marquage CE d'ailleurs, qui rentrera en vigueur avec un an de retard suite à la crise sanitaire, intègre par exemple dans le champ des dispositifs médicaux les logiciels. Et ça, naturellement, c'est quelque chose qu'il faut maintenant mieux gérer, mieux piloter, et pour limiter les risques naturellement sanitaires, cliniques, la responsabilité civile et pénale et les impacts budgétaires. Alors, on va en venir aux 4 clés de la réussite. En tout cas, celles que nous déployons, et nous avons naturellement échangé avec Emeline, avec Michael sur ces aspects, et sont des éléments clés de nos prestations d'accompagnement chez Verso Healthcare. La première, ça peut-être Michael revenir quelques instants dessus. La première, c'est d'approcher la sécurité numérique à l'échelle du territoire, alors du territoire de santé, mais aussi de la communauté de communes ou encore d'autres territoires. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser sécurité numérique établissement par établissement. Oui, tout à fait. Alors, pour les non-hospitaliers, on a depuis maintenant 3 ans une directive qui nous pousse à converger, notamment les systèmes d'information, au sein d'un groupement hospitalier de territoire, qui peut être départemental ou d'ailleurs interdépartemental, suivant le découpage qui a été fait sur le bassin de population. Et donc, notre objectif, en tout cas notre consigne, c'est un applicatif unique par domaine fonctionnel. Dans l'applicatif, on va entendre l'applicatif qui est au cœur de la prise en charge du patient. Donc, on va converger nos systèmes d'information, et donc chaque établissement jusqu'à présent avait son propre SI, sa propre politique de sécurité des systèmes d'information et sa propre application de cette politique de sécurité, ses propres fournisseurs, ses propres marchés avec les clauses ou non d'ailleurs autour de la sécurité informatique ou du RGPD. Voilà. Donc là, aujourd'hui, il faut qu'on ait une approche beaucoup plus territoriale, beaucoup plus fédérative autour de la sécurité, qui nous oblige à penser les nouveaux projets convergents avec des politiques de sécurité à appliquer à ces projets convergents, qui doivent prendre en compte également l'existant. On ne va pas du jour au lendemain switcher, basculer l'ensemble des systèmes vers un système unifié et unique. Il va y avoir des étapes. Donc, il faut que dans ce chemin de convergence, on puisse intégrer le fait que, eh bien, on va faire converger des établissements et des systèmes d'information qui sont plus ou moins sécurisés. Et donc, penser d'ores et déjà cette sécurité avec des partenaires et avec potentiellement des points que, alors pas qu'on ne maîtrisera pas, mais qui seront pas forcément dépendants du projet, enfin en tout cas dans le projet initial, qui interdépendra de l'ensemble des établissements. Par ailleurs, comme je vous le disais, on est tenu de faire converger uniquement les dispositifs qui sont au cœur de la prise en charge du patient. On va conserver dans chaque établissement un système d'information financier, RH, voilà, qui va avoir ses propres potentielles failles, on va dire ça comme ça, et qui va être connecté. Enfin, tout ça va être mis en réseau sur une plateforme. Donc, il va falloir qu'on puisse anticiper tout ça et encore une fois essayer d'avertir comment dire, d'expliquer aux professionnels l'impact potentiel que peut avoir une défaillance sur un système, un marché mal passé avec un fournisseur qui ne respecte pas bien les critères de sécurité du groupement. Voilà, on se dit que ça n'a pas forcément d'impact en local, mais par effet de bord, eh ben, ça peut avoir un impact énorme pour l'ensemble d'un groupement, l'ensemble d'un territoire. Comme je vous le disais tout à l'heure, le groupement hospitalier de territoire des Alpes-Maritimes, c'est tout un département, ce sont tous les établissements publics de santé du 06. Imaginez l'impact que pourrait avoir une faille de sécurité majeure dans l'un des établissements qui est interconnecté dans le groupement.
Ça, c'est important, Michael, ce que vous dites, et ça pose naturellement deux questions importantes. C'est naturellement que les fournisseurs d'infrastructures, de matériel, et nous en accompagnons de plus en plus chez Verso, j'allais dire, intègrent cette vue territoriale dans leur réponse aux appels d'offres et intègrent de plus en plus d'ailleurs une expertise et une offre en matière de solutions numériques et de prévention numérique. Et ça pose aussi la question qu'on évoquera au point 4, c'est naturellement une parfaite connaissance via des audits de l'ensemble de son parc de matériel médical et de ses infrastructures informatiques sur l'ensemble du GHT pour naturellement auditer, mesurer, définir la criticité de l'ensemble des équipements. Nous le faisons d'ailleurs à titre d'exemple sur deux GHT. Deux petits GHT nous ont confié aujourd'hui un audit sous l'angle biomédical de l'ensemble de leur parc biomédical, naturellement. Alors d'abord pour optimiser l'inventaire, mais aussi pour avoir un regard sur l'obsolescence de ces équipements, sur leur criticité numérique ou encore sur l'intérêt de les faire évoluer. Et ça, c'est nouveau et c'est vraiment disruptif puisque jusqu'à maintenant, le choix d'un équipement informatique ou médical d'ailleurs dans l'hôpital, et c'est l'ingénieur biomédical là qui l'évoque, se faisait quand même prioritairement sur des enjeux cliniques et économiques et très peu, voire jamais, sur des enjeux d'intégration SI, de sécurité numérique ou d'obsolescence digitale liée à l'absence d'évolution, de version de tel ou tel système d'exploitation. Ça, c'est quand même un bouleversement dans l'achat public. Acheter aujourd'hui des prestations d'autobus, d'autocars, de vidéosurveillance ou encore des équipements médicaux ne peuvent plus se faire sans anticiper en sourcing, dans la procédure d'achat, mais aussi lors de l'exécution, l'ensemble des impacts liés à la sécurité numérique. Ça, c'est un point important. Evelyne, peut-être un commentaire sur ce sujet. Alors, en plus, on est dans un domaine de la data et d'une data qui circule et d'une data qui n'a plus de lieu d'ailleurs, qui n'a plus d'endroit. Quel est peut-être, au regard de cette expérience chez Datactivis, votre regard? Bah, sur cette question-là, pas vraiment de choses à ajouter sur cette partie, et ça sera plutôt dans les prochains points qu'on va aborder. Mais j'avais juste une remarque complémentaire par rapport à ce qu'a dit Michael, puisque là, la territorialisation de l'achat, elle va pouvoir concerner au-delà des acheteurs hospitaliers, les acheteurs dans leur globalité. Et ça me fait penser à un point d'attention particulier sur l'application du RGPD. Quand vous achetez en groupement de commandes, notamment, ou que vous appartenez à des structures de mutualisation de l'achat public, ce qui se fait de plus en plus, que ce soit au niveau intercommunal, etc., via les établissements publics de coopération intercommunale ou des services des achats de l'État, par exemple, via les plateformes régionales des achats de l'État, qui sont, pour ceux qui ne connaissent pas, la direction des achats de l'État en région, donc qui achètent de manière mutualisée pour les services déconcentrés de l'État. Eh bien, il va falloir insérer, alors évidemment, quand le marché comporte de l'externalisation de traitement de données personnelles chez le titulaire, il ne faut pas oublier quand il y a une multiplicité d'acheteurs qui définissent ensemble les moyens et les finalités du traitement qui vont être mis en œuvre. Alors, on a l'article 26 qui va trouver à s'appliquer du RGPD sur la co-responsabilité ou les responsables conjoints de traitement. Et c'est une partie du RGPD qu'il faut penser à intégrer dans les conventions de groupement de commandes. Voilà, c'était une petite alerte particulière pour dire que certes, on applique surtout l'article 28 du RGPD dans l'achat public, mais il ne faut pas oublier ce petit article 26 qui a toute son importance parfois sur certains traitements de données à caractère personnel. C'est ma seule remarque sur cette partie-là. Vous avez raison. Et acheter ensemble, c'est aussi exécuter le marché ensemble. Souvent, de plus en plus, notamment en ce qui concerne le traitement des données. Alors, c'est vrai que les questions des participants sont rares, mais toujours de très grande qualité. Et donc, Marc, qui vient de nous poser une question, connaissait probablement la présentation, puisque Marc évoque il nous remercie d'ailleurs, merci Marc, sur le caractère indispensable de la coopération de tous les acteurs, acheteurs, juristes, RSSI, DSI, opérationnels. Et donc, nous voilà arrivés au point 2, l'enjeu majeur, et on l'a vu dans les hôpitaux avec la mise en place des comités de lutte contre les infections nosocomiales, les CLIN par exemple, c'est qu'aujourd'hui, il nous apparaît en tout cas indispensable, et certains établissements nous demandent de les accompagner, de mettre en place une véritable gouvernance au plus haut niveau de l'organisation publique sur ce sujet de la sécurité numérique, au même titre que ça a été fait sur l'hygiène
dans les hôpitaux, parce que derrière, il y a naturellement des impacts très importants en matière d'organisation, en matière de processus, en matière de recrutement, en matière de compétences, en matière d'externalisation, en matière de budget. Michael, c'est un point que nous avons évoqué. Diriez-vous qu'aujourd'hui, alors au sein du GHT 06, mais peut-être au travers aussi de vos expériences autres, que ce sujet est pris à la hauteur de ces enjeux et que finalement aujourd'hui, des gouvernances ou une gouvernance sur ce sujet se met véritablement en place dans vos structures? Alors, quitte à paraître un peu provoque, je tiens à partager le fait qu'on n'a pas attendu d'avoir des attaques et des cyberattaques pour se préparer, comment dire, à la sécurité informatique. On n'a pas attendu les dernières, comment dire, on a ces dernières annonces avant pour anticiper effectivement les fonctionnements. Je vous en ai parlé tout à l'heure en mode dégradé. Pour anticiper la mise en œuvre de plans de continuité d'activité, de plans de retour à l'activité. Donc tout ça a été anticipé en amont. On a au sein des hôpitaux, ça fait maintenant quelques années, ça doit faire même maintenant presque 10 ans, hein, si on prend le plan hôpital numérique, on incite les établissements publics à parler sécurité, prévoir sécurité et penser sécurité et anticiper les risques liés à la sécurité. Pour faire très rapide sur ce plan hôpital numérique qui a été succédé par le plan Open, sont des plans de financement et d'incitation, en tout cas à l'usage du numérique dans les établissements de santé, plans sur lesquels peuvent se positionner les établissements de santé publics et privés. Hein. Il n'y a pas de voilà, c'est pour l'ensemble des établissements sanitaires et bientôt pour les établissements médico-sociaux, et pour pouvoir candidater, pour pouvoir être retenu à l'accompagnement financier donc de la modernisation pardon de son système d'information, on doit répondre à des prérequis. Et parmi ces prérequis, on va retrouver la confidentialité, la sécurité. Donc ces sujets-là ont été pensés, en tout cas travaillés en amont par les DSI avec les utilisateurs pour essayer d'anticiper justement cette problématique. Aujourd'hui, la gouvernance, comme on le disait sur le point précédent, elle est montée d'un cran au niveau géographique, c'est-à-dire qu'avant elle était liée à l'établissement, aujourd'hui elle est territoriale, elle est les groupements hospitaliers de territoire, mais elle est également en lien avec les groupements d'appui à la e-santé, donc elle est régionale et elle est aussi nationale. On parle du DMP, on parle de l'espace numérique en santé, et donc tous ces liens font qu'il faut qu'on arrive comment dire, à anticiper, comme je le disais tout à l'heure, tous les risques potentiels autour de la sécurité des systèmes d'information santé. On a des professionnels qui sont sensibilisés, on en parle assez régulièrement, pas plus tard que il y a quelques jours, dans les hôpitaux, nous avons la commission des usagers, une commission de représentants des usagers sur le territoire. J'ai pu aller présenter à la commission des usagers notre politique de sécurité des systèmes d'information. Justement, j'ai pu présenter les plans de reprise d'activité, les procédures dégradées, les rassurer aussi, leur expliquer comment ça se passait. Assez régulièrement, on communique avec les plus hautes instances médicales, donc les commissions médicales d'établissement, pour expliquer les enjeux de la sécurité, pourquoi il faut faire de la sécurité, pourquoi il faut régulièrement changer son mot de passe, quels sont c'est très bête, hein, ça passe par là, mais et quels sont les impacts potentiels de coller un post-it sur son ordinateur avec son mot de passe dessus. Voilà, potentiellement, voilà ce que ça peut créer en termes d'impact. Donc, pour nous, la sécurité aujourd'hui, elle est vraiment ancrée et elle est de plus en plus ancrée, en tout cas, dans notre politique SI. Tu disais, Sébastien, que l'impact de la sécurité, aujourd'hui, il faut l'anticiper. Il y a un impact sur les marchés, il y a un impact, mais on a un impact aussi sur la déclinaison opérationnelle de nos systèmes d'information et leur urbanisation. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, et tu faisais le lien avec les dispositifs biomédicaux, parmi les dispositifs biomédicaux, on peut penser le périphérique qui va prendre l'attention, qui est aujourd'hui connecté au système d'information, mais aussi des machines un peu plus grosses, des robots dans les laboratoires, des robots d'imagerie, voilà, qui sont très innovants. La difficulté pour nous, en tout cas l'un des enjeux, c'est de réussir à continuer à être innovant en termes de dispositifs médicaux, tout en garantissant une sécurité, en remplissant des normes, des critères CE, des critères qui sont en alignement avec nos politiques de sécurité des systèmes d'information, et de ne pas freiner cette innovation. Donc pour ça, il faut qu'on travailler ensemble avec nos utilisateurs au plus près et inclure dans la gouvernance la sécurité
pour être alignés avec nos ambitions en termes d'urbanisation du système d'information et qu'il n'y ait pas de position orthogonale ou de frein d'un côté ou de l'autre. Voilà, il faut que l'ensemble réussisse à se synchroniser pour faire en sorte que, que la sécurité soit un sujet mais ne soit pas un problème. Bah, comme tu le disais, je pense qu'au-delà des process, c'est naturellement un sujet de tous les jours. Et c'est naturellement pas un sujet, j'allais dire, au gré des pressions médiatiques ou des pressions liées à l'actualité, mais c'est un sujet quotidien, aussi bien en termes de gouvernance que de budget. Emeline, un mot sur ce sujet et la place peut-être aussi dans cette gouvernance et dans ces comités du droit et du juriste, parce que ce n'est pas qu'un sujet technologique. Oui, alors pour compléter ce que disait Michael sur la manière dont il a abordé la question, on sait très bien parce qu'on a un propos complémentaire. Au-delà de ça, j'ai envie de dire que c'est bien que les services achats, commandes publiques, les responsables commandes publiques, etc., soient sensibilisés à ce sujet, l'intègrent dans les procédures quand c'est nécessaire et à une base de connaissances ou en tout cas des interlocuteurs bien identifiés en interne pour les aider quand il y a besoin sur ces sujets-là dans la partie contractualisation. Je dirais que des structures dans lesquelles la gouvernance, et alors là j'entends décideurs, élus, DG, DGS, chefs de service, etc., quand ces personnes-là sont soit par leur parcours professionnel sensibles à cette matière de la sécurité numérique et au-delà de ça, de la data, qu'ils y sont sensibilisés, alors on va dire que toutes ces parties-là sont beaucoup plus fluides pour tout le monde. Donc il y a vraiment cette idée aussi, je pense, ce besoin parfois de sensibiliser les élus et les dirigeants. Il y a des structures dans lesquelles c'est fait. Ou en tout cas le sujet est porté par une personne identifiée et ça, on va dire, génère quelque chose au sein de la structure qui est bénéfique pour tous les services. Et quand dans des structures, la gouvernance, les élus, etc., ne sont pas sensibles à ces sujets de sécurité numérique ou de données ou par exemple d'aspect RGPD, eh bien l'acheteur peut se sentir parfois malheureusement assez seul avec son délégué qui porte aussi le sujet comme il le peut. Et je trouve ça dommage et dommageable pour l'entité, d'autant que là c'est un bref rappel pour ceux qui ne l'auraient pas vu. La CNIL définit par année 3 thématiques prioritaires de contrôle et cette année on a les cookies, la cybersécurité et les données de santé. Ça veut dire que quand la CNIL vient exercer un contrôle dans une structure, alors au-delà de tout autre contrôle qu'elle peut déclencher via différents mécanismes en application de la loi informatique et liberté, eh bien, c'est des sujets qu'elle va regarder de manière prioritaire. Donc, même s'il n'y a pas encore eu de sanctions côté collectivité territoriale, acteurs publics, etc., attention, on va dire que la période de souplesse de la CNIL est finie. La présidente l'a d'ailleurs réaffirmé il n'y a pas très longtemps. Donc, sur ces sujets-là, données de santé, cybersécurité, cookies, être vigilant aux recommandations qui ont été émises et en tout cas être en mesure de prouver qu'en interne, il y a une mise en conformité qui est faite, il y a une démarche de mise en conformité au RGPD de Accountability qui est mise en œuvre et tracer toutes ces démarches. Et donc, le DPO ou l'acheteur ne peuvent pas être seuls. Il faut qu'ils soient, à mon avis, soutenus au niveau gouvernance et j'entends au niveau élu et direction. Et c'est essentiel d'ailleurs pour être très positif. On voit émerger des appels d'offres sur ce sujet, sur des missions d'accompagnement à la gouvernance liée à la sécurité numérique. Nous avons eu la chance d'ailleurs d'en remporter un il y a quelques mois pour un hôpital ultramarin qui donc nous y avons été, enfin, en tout cas nos experts y ont été, pour accompagner la direction du centre hospitalier sur la bonne compréhension des enjeux, la bonne appréhension et naturellement sur l'adaptation de solutions au contexte local. Et on peut imaginer d'ailleurs qu'un hôpital en région ultramarine peut aussi avoir un certain nombre de spécificités en matière de sécurité numérique, voire parfois du fait qu'il soit le seul hôpital dans un rayon assez important. Naturellement. Et donc, on voit émerger, en tout cas, cette prise de conscience et c'est une bonne chose. Alors, on en a beaucoup parlé en préparant cette conférence et je pense que l'ensemble de nos auditeurs nous rejoindront. Il est probablement nécessaire en France peut-être ou en Europe, bien plus qu'ailleurs d'ailleurs, que nous approchions enfin la donnée comme une opportunité, comme une valeur, alors en matière médicale, dès lors qu'elle est anonymisée bien sûr, et non en risque. Et c'est vrai que le sujet de la sécurité numérique, et Michael le disait très bien, attention à ne pas se refermer,
attention à pas verrouiller les connexions. On voit encore aujourd'hui, on commence à voir des hôpitaux qui ne veulent pas ou qui refusent la mise en place de télémaintenance de matériel médical pour naturellement ne pas créer de lien avec l'extérieur. Mais on sait qu'aujourd'hui, un équipement médical, par la maintenance prédictive ou préventive, a une plus grande disponibilité. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons partagé. Il y a des risques, mais il faut d'abord, et je pense, Michael et Emeline, vous nous le direz, que la donnée est une opportunité en collectivité, une opportunité à l'hôpital, et que si l'on approche le sujet de manière professionnelle et pérenne, et de manière pérenne, probablement que la donnée est à voir autrement que comme un risque en matière de rançon ou de perte. Emeline, Michael? Oui, effectivement, Oui. Oui, effectivement, enfin, je pense que dans le monde de la santé, c'est où on parle de plus en plus d'intelligence artificielle, d'aide à la prise de la décision par des algorithmes. Alors, on parle d'IA, mais on a beaucoup plus aujourd'hui de machine learning ou de deep learning que réellement d'IA. Mais c'est une vraie opportunité, effectivement, cette donnée. Ça permet. Pourquoi on informatise les dossiers patients et qu'on a accéléré le numérique dans les établissements? Pourquoi on connecte les dispositifs biomédicaux? C'est pour pouvoir avoir ce data lake qui nous permettra après d'aller piocher pour soit améliorer la prise en charge des patients, soit faciliter leur prise en charge et faciliter le travail de nos soignants via des aides à la prise de décision. Alors attention, je le dis et je le redis dès qu'on m'en donne l'occasion d'en parler, donc je le dirai là, il n'est pas question que la machine se substitue au médecin ou se substitue à l'homme, on n'en est pas là, et je pense que, enfin, c'est très personnel, on n'en sera jamais là, on aura toujours une action humaine en amont, en aval, et donc cette donnée, c'est une opportunité et non un risque, effectivement. De plus, si on verrouille le système, ce qu'on disait tout à l'heure, nos utilisateurs, nos usagers ont énormément d'imagination pour contourner. Je pense qu'on a tous vu des blagues sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux autour de la sécurité informatique et comment on peut contourner et comment on peut réussir à passer dans le chat de l'aiguille pour réussir à faire ce qu'on veut avec ces données. Vous allez pouvoir sécuriser, verrouiller vos données. Si à un moment donné, l'utilisateur ne peut pas travailler sur votre SI, eh ben, il va prendre une clé USB, il va faire un export sur Excel, se l'envoyer par WhatsApp, ou que sais-je, sur une autre plateforme, voilà. Et très vite, la donnée va circuler, va fuiter, etc. Ce sera non maîtrisé. Donc, de l'idée et on y revient de la security by design, pensons dès le départ sécurité des données, mettons en œuvre des systèmes qui soient fiabilisés, sécurisés et qui permettent à nos utilisateurs de travailler correctement sur cette donnée, de l'exploiter et de faire en sorte qu'on puisse faire de l'innovation. Il n'y a pas d'innovation sans les données produites, c'est pas possible. La donnée, c'est le terreau, c'est la graine, en tout cas, qui permet de faire pousser des usages, quoi. Donc, sécuriser, oui, bloquer, non. D'accord, c'est une très jolie citation. En tout cas, merci, merci Mickaël. Je vois que l'heure tourne, on va avancer. À moi, Emeline, tu souhaitais peut-être préciser certains points. Sur cette partie, oui, rapidement, dire que, quand on est sur de la donnée à caractère personnel, évidemment, on sécurise au maximum, on n'ouvre rien et on applique le RGPD et on est d'autant plus vigilant sur les données personnelles de santé qui sont des données sensibles et pour lesquelles il y a tout un tas de choses, d'articles fortement intéressants sur le site de la CNIL à lire. Donc, on ne fait évidemment pas n'importe quoi avec des données à caractère personnel, mais sur la donnée en général et notamment celle qui est au cœur de la crise sanitaire, qui est la donnée de santé, eh bien là, on a l'application de la loi pour une république numérique que Datactivist met en œuvre de manière proactive tous les jours en accompagnant plein d'acteurs publics. Et là, c'est tout l'enjeu de l'open data, mais d'ouverture des données de santé, des données détenues par les administrations, des données de la commande publique. Voilà, pour créer des nouveaux services, penser à des réutilisations qui n'ont pas été faites jusqu'à présent, mieux piloter sa politique achat en connaissant mieux ces données et donc mieux les porter aussi, mieux
mieux les diffuser à destination des opérateurs économiques. Et donc, sur tout ce qui est données de santé, on a le Health Data Hub qui est un GIP et qui contribue voilà, à toute cette transparence des données de santé avec tout un cadre évidemment très précis puisqu'on est dans de la donnée qui peut très vite devenir de la donnée sensible. Et puis, l'utilisation de données pour, voilà, j'en ai parlé en début de webinaire, d'organisation d'un hackathon en fin de semaine sur comment sortir de cette crise du Covid-19 avec l'usage de, par exemple, ces données pour mieux suivre les malades, pour avoir une campagne vaccinale encore plus fluide ou comment mieux suivre les chiffres de la crise sanitaire. Voilà tout un tas d'exemples de réutilisation de données rendues publiques. Ah, nous pourrions faire, Emeline, merci, une conférence sur comment aurait pu être gérée la crise sanitaire avec une autre approche de la donnée, mais nous nous rendrons rendez-vous, nous donnons rendez-vous sur un autre événement, tant le sujet est naturellement, je pense, vaste et Oui. passionnant. Alors, pour finir sur les 4 clés de la réussite, c'est naturellement, toutes ces données, elles sont issues aujourd'hui de technologies, d'infrastructures, de diagnostics, d'analyse, de machine learning. Et aujourd'hui, naturellement, l'autre point important, c'est naturellement, et on en parlait avec Michael, et c'est un enjeu fort pour les DSI, pour les ingénieurs hospitaliers, ingénieurs biomédicaux, c'est d'avoir une parfaite connaissance naturellement de son parc. Alors, pas uniquement sous un angle inventaire traditionnel, c'est-à-dire localisation, numéro de série, marque, modèle, etc. Mais d'avoir, et on voit certains hôpitaux commencent à le déployer, nous en accompagnons quelques-uns, sur une lecture sécurité numérique du parc et une gestion de ce parc au regard de l'obsolescence digitale ou, j'allais dire, de la dégradation du numérique. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et naturellement, je pense que, Michael, on en a parlé, c'est un enjeu majeur aussi au GHT 06 et on en parlait à l'échelle du GHT, de bien maîtriser l'ensemble des équipements et l'ensemble des infrastructures pour déployer une politique cohérente en matière de solutions et de systèmes d'information. Michael, peut-être un petit mot sur cet aspect-là qui paraît évident, mais qui n'est pas toujours si bien pratiqué. Non, mais effectivement, tu le dis, et je pense que le terme que tu as employé d'obsolescence est très important. C'est-à-dire que la sécurité, la sécurité informatique est une science qui est évolutive, qui est vivante, hein, et on peut pas poser à un moment donné un modèle de sécurité et qui sera qu'on pourrait considérer comme étant pérenne dans le temps. Il y a effectivement l'obsolescence des machines. Hein. On sait très bien que, je vous disais tout à l'heure, hein, on a encore certains partenaires qui viennent essayer de venir travailler avec nous pour faire de l'innovation et qui ont un super robot qui fait du séquençage, qui est au top de la pointe et qui marche avec un Windows XP. Voilà. Et donc, ça existe encore. Donc, il faut qu'on réussisse à anticiper cela. Il faut qu'on réussisse à anticiper l'obsolescence de nos systèmes. Ça passe par une bonne connaissance du système. Et ça passe par un partage de cette bonne connaissance du système. C'est-à-dire que, encore une fois, moi, je suis toujours sur le principe de tout ne repose pas uniquement sur le DSI ou sur la DSI. Il faut que ça passe par l'ensemble, par le biomédical, effectivement, par les travaux, par les achats aussi, parce que les achats voient passer beaucoup de demandes d'achats qui ne passent pas forcément par la DINSI ou par la DSI. Voilà, un périphérique, je sais pas, qui semble non numérique, mais qui, en définitive, quand on commence à gratter un peu, on s'aperçoit qu'il est connecté et que potentiellement, il peut venir causer du bruit sur le réseau. Et ça passe aussi, on le disait, hein, cette maîtrise des risques liés aux équipements par une bonne acculturation des professionnels, une bonne explication des professionnels de ce qu'est la politique de sécurité et son déclinaison et de ses impacts potentiels. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, on le disait précédemment, un système bien sécurisé, bien maîtrisé. On a quand même, il est quand même lié à des règles d'usage, et ces règles d'usage, elles doivent être connues par les utilisateurs. Alors, j'aime souvent prendre cet exemple que j'ai pris lors d'une conférence et j'ai oublié le nom du conférencier, mais il faudrait que je le retrouve. Et s'il est d'ailleurs présent aujourd'hui, qu'il se manifeste. J'ai entendu une fois dans une conférence une phrase qui m'a marqué et que je ressors de temps en temps parce que je la trouve tellement parlante. C'est que vous pouvez avoir le meilleur système d'information sécurisé. Vous avez tout prévu, vous avez tout acheté. Enfin,
voilà, eh bien, il suffit pour un hacker potentiellement de jeter un saut de clé USB sur le parking du personnel et vous allez voir que votre politique de sécurité, elle est finie, elle est terminée. Voilà. Et vous allez avoir un système qui, allez, je lui donne 1 heure pour être pourri et avoir comment dire, des contournements de toutes vos barrières de sécurité. Donc, effectivement, maîtrise des risques liés aux équipements informatiques avec tout ce qui est cité sur cette slide, mais également bonne acculturation des professionnels à la déclinaison opérationnelle de cette politique de sécurité. C'est important et ça pose aussi, alors on l'avait évoqué vers Swellscare dans une autre conférence, sur l'évolution des comportements achats et des décideurs hospitaliers sur le fait d'acheter ou de ne plus être propriétaire d'équipements dont l'obsolescence est forte. Et on le voit hein, sur les équipements informatiques ou biomédicaux de haute technologie, on voit naturellement se développer, nous en sommes un acteur, c'est pour ça que je le cite, naturellement des modèles de pay-per-use ou des modèles à l'usage qui permettent d'avoir toujours la dernière technologie, non pas obligatoirement la plus performante d'un point de vue clinique, mais aussi la plus sûre, entre guillemets, d'un point de vue sécurité numérique. Donc, il est clair que la sécurité numérique impacte aussi de plus en plus les comportements achats et l'évolution. Alors, c'est vrai dans les hôpitaux, un peu moins vrai encore dans les collectivités pour des raisons de FCTVA d'ailleurs, vers des modèles locatifs. Alors, on arrive au terme de cette conférence. Alors, les questions ont été peu nombreuses, mais c'est sûrement en tout cas que Emeline et Michael ont été à la fois très bons et très clairs, mais personne n'en doutait naturellement. Alors, en conclusion, peut-être, Emeline, Michael, alors un sujet critique à intégrer de manière pérenne, y compris budgétairement, on en parlait, Michael, il ne faut pas avoir une enveloppe budgétaire uniquement l'année de la médiatisation de la sécurité numérique. C'est un sujet de long terme. C'est effectivement un sujet de long terme. Il faut l'inclure dans les projets. Alors, c'est difficile à déterminer dans un projet informatique ou un projet numérique de dire je consacre X%, enfin, de mettre ce curseur là. Néanmoins, ne pas, par exemple, je sais pas, un projet de déploiement d'un RISPAX, par exemple, d'un système d'information de radiologie, se dire peut-être qu'il serait temps en même temps de changer une partie du parc informatique parce que ça pourrait causer des failles de sécurité. Et donc, par levier d'opportunités, voilà, profiter des projets numériques et informatiques pour pouvoir financer également la partie sécurisation du système d'information. Une approche beaucoup plus globale que pièce du puzzle par pièce du puzzle, parce qu'on a beau avoir le meilleur RIS ou le meilleur pack, si tout ça naturellement s'implémente sur une architecture informatique plus ancienne ou parfois un peu obsolète, naturellement ceci a des impacts en matière de sécurité numérique. Emeline, on a beaucoup parlé des enjeux liés à l'achat public. Et surtout lié au suivi de l'exécution des contrats publics et de mes 20 ans passés à l'UGAP, je sais ô combien aujourd'hui encore les acheteurs publics consacrent insuffisamment de temps à l'exécution des contrats. On en parlait dans le cadre de la PASF, parce que c'est bien de mettre des clauses dans les marchés, de prendre des prestataires. Néanmoins, il faut quand même s'assurer pendant 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans parfois, que naturellement le prestataire est toujours au niveau de sécurité numérique en matière d'upgrade, en matière de RGPD, en matière de déclaration, et qu'on le sait bien aujourd'hui, peu ou pas de pénalités d'ailleurs sont appliquées sur ces aspects-là dans l'exécution des marchés publics aujourd'hui. Emeline, un mot peut-être sur ce point? Oui. Ça s'explique très bien parce que ça dépend vraiment des organisations internes des uns et des autres. Il y a des services achats qui font vraiment que de la passation de marché, de procédures, et malheureusement qui sont pas associés à tort à l'exécution, sauf quand il y a des problématiques. Donc, je dirais deux choses. D'une part, avoir à l'esprit que ce sont des sujets à intégrer évidemment en amont dans l'exécution en passation d'une procédure de marché, mais aussi en exécution. Et donc insister vraiment sur ce suivi d'exécution des prestations contractuelles. Malheureusement, parfois, l'acheteur n'y est pas associé et il n'y peut rien, c'est qu'il y a trop de procédures, trop de sujets à porter ou qu'il y a une organisation qui est constituée de manière à ce qu'il soit trop en recul. Dans ce cas, ne pas hésiter lors des bilans annuels d'exécution de marché qui sont faits avec les directions qui prescrivent l'achat, et bien de revoir régulièrement ces points. Et j'ai envie d'être moteur quand c'est possible pour pouvoir aussi réajuster les futurs marchés qui seront à rédiger sur les mêmes sujets pour tout simplement s'améliorer collectivement et en travaillant
en transversalité, grand mot à la mode dans les structures publiques, mais qu'il convient d'appliquer aussi en exécution contractuelle. Tout est devenu transversal, y compris, et Tout pas à que la fait. responsabilité, l'action aussi. Et merci Emeline pour ces précisions. Et Michael le disait aussi, c'est l'affaire de tous, la sécurité numérique, et c'est aussi naturellement, et c'est d'abord peut-être pour conclure sur cette slide et sur cette conférence, c'est d'abord un enjeu humain de sensibilisation et de formation. Et on peut reprendre l'exemple très marquant de Michael sur ce fameux saut de clé USB. C'est-à-dire que c'est d'abord un sujet d'accompagnement permanent, de sensibilisation, de formation des utilisateurs, mais aussi peut-être aussi des usagers ou des patients, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus de solutions technologiques sont mises à disposition des patients, notamment dans les chambres. Et donc, naturellement, le patient peut devenir peut-être lui-même également, j'allais dire, un risque pour le système d'information de l'établissement. Donc, un enjeu humain avant d'être un enjeu informatique ou biomédical. Et c'est d'ailleurs sur l'ensemble de ces points, et je ne le détaillerai pas aujourd'hui, mais en tout cas que le groupe Verso Healthcare et ses filiales, notamment IMP 360 et 123CS, accompagnent aujourd'hui de plus en plus d'acteurs de la santé, qu'ils soient cliniques, hôpitaux, professionnels de santé ou encore fournisseurs de matériel médical au travers d'un abonnement. Alors ça, c'est quelque chose que vous pourrez découvrir, et vous pourrez naturellement nous contacter pour en savoir plus. Mais nous avons considéré aujourd'hui que permettre à des établissements de santé de payer une somme unique par an et d'avoir l'ensemble de ces prestations d'accompagnement, un peu sous un format assurantiel, nous paraissait en tout cas répondre à ces enjeux et aux enjeux que nous avons détaillés aujourd'hui avec Emeline et Michael. Emeline, peut-être un petit mot de la fin, Michael également, avant que nous n'arrivions au terme de cette conférence dédiée à la sécurité numérique. Emeline? Pas de choses à rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Merci à nouveau Sébastien de m'avoir convié à cette conférence, et puis j'espère que ça a permis à nos participants du jour d'apprendre plein de choses, ou en tout cas quand souvent j'ai été moi-même acheteur, je sais qu'on n'a pas le temps et qu'on aimerait bien parfois creuser plein de sujets. Alors l'avantage de la crise sanitaire qu'on vit et d'être beaucoup en télétravail, c'est qu'on prend plus le temps peut-être parfois de suivre des webinaires comme celui de ce matin, ou d'aller faire un peu de MOOC. Donc, je recommande vivement celui de la CNIL, l'atelier RGPD, qui peut se faire de manière très séquencée et qui est très bien fait, et voilà, qui permettra au moins d'être sensibilisé un peu plus au sujet, et surtout qui permet d'être sensibilisé aussi pour les données qu'on traite dans nos vies personnelles. Voilà. Michael, peut-être un petit mot de la fin, maintenant que nous avons tous connaissance de cette fameuse histoire, mais qui est très vraie des clés USB et finalement de la fragilité parfois de nos systèmes d'information, des colosses au pied d'argile, diraient certains. Peut-être un petit mot, Michael, de conclusion? Oui, déjà, je m'associe à Emeline pour vous remercier déjà les participants de leur écoute et de de m'avoir associé à ces réflexions. Je suis toujours content et toujours heureux de venir parler de sécurité informatique sans avoir à l'aborder sous un point de vue technique et parler de SSH, de MD5, d'ISO 27001, etc. Voilà, mais plutôt des usages et de la déclinaison opérationnelle de la sécurité. Voilà, j'ai un vœu pieux, ce serait peut-être de rendre le sujet de la sécurité informatique un peu plus sexy, un peu plus intéressant pour qu'on puisse justement faire en sorte qu'il soit l'affaire de tous et de toutes et qu'il soit intégré dans l'ensemble des process. Je pense que c'est vraiment là où réside la clé un petit peu de cette conférence. Et voilà, la sécurité informatique, il faut qu'on arrive à la traiter ensemble, voilà, collégialement. Ça doit être une sensibilité plus ou moins forte. Alors, il y a des spécialistes techniques pour faire la sécurité informatique. Néanmoins, ça doit être une sensibilité et ça doit être inclus et dans l'esprit de chaque acteur, dans chaque acheteur, dans chaque utilisateur, dans chaque opérateur qui intervient sur un système. Avoir ça en tête. La sécurité, elle est là. On ne doit pas la négliger, on ne doit pas l'oublier. Merci à vous encore pour votre participation, pour le temps que vous avez consacré à la préparation de cet événement et aux échanges. Alors, les questions ont été peu nombreuses, mais nous vous invitons naturellement à nous les poser. Cette webconférence, comme disait Julien en introduction pour les éditions VK, fera l'objet naturellement d'un replay et d'une rediffusion, y compris le support sera adressé à l'ensemble
des participants. Donc au nom de Verso Healthcare et des éditions VK, d'ailleurs notre partenaire aujourd'hui, nous vous remercions pour votre attention, pour votre écoute, et nous vous donnons rendez-vous pour d'autres événements liés à la sécurité numérique ou à d'autres sujets qui touchent naturellement à la sphère publique. Voilà, un grand merci à vous et très bonne après-midi. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.